Je me propose de dire les métamorphoses des formes en des corps nouveaux. Ô Dieu, car ces métamorphoses sont aussi votre ouvrage, secondez mon entreprise de votre souffle et conduisez sans interruption ce poème depuis les plus lointaines origines du monde jusqu'à mon temps. Avant la mer, avant la terre et le ciel qui couvre tout, la nature dans l'univers entier offrait un seul et même aspect. On l'a appelé le chaos. Ah, ce n'était qu'une masse informe. Oui, je crois que ça va nous arriver. Allons-y. Je me propose de dire les métamorphoses des formes en des corps nouveaux. Ô Dieu, car ces métamorphoses sont aussi votre ouvrage, secondez mon entreprise de votre souffle et conduisez sans interruption ce poème depuis les plus lointaines origines du monde jusqu'à mon temps. Avant la mer, avant la terre et le ciel qui couvrent tout, la nature dans l'univers entier offrait un seul et même aspect. On l'a appelé le chaos. Ce n'était qu'une masse informe et confuse, rien qu'un bloc inerte, un entassement d'éléments mal unis et discordants. Mais pourquoi diable, Patrick Dandré, avez-vous choisi de commencer une émission sur la métamorphose par les métamorphoses d'Ovide? Eh oui, il y a du pléonasme là-dedans. Il y a du pléonasme là-dedans, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, il y a surtout quelque chose de passionnant qui est que dans ce texte, la métamorphose est donnée pour ce qu'elle a de plus large, de plus considérable et en même temps de plus, je dirais, suggestif. Il faut rappeler ce sont les premières phrases. Ce sont les premières phrases. Il introduit une série d'anecdotes il raconte l'origine du monde. Par la réponse qu'a donnée l'Antiquité d'une façon prodigieusement subtile à une aporie que nous connaissons encore. C'est à partir du moment où une impasse, une difficulté de penser, à partir du moment où le réel existe et où on pense qu'il a été créé, que se passait-il avant? C'est-à-dire qu'y avait-il avant le temps et où se situait ce qu'il y avait avant l'espace. L'hypothèse moderne du Big Bang n'a pas beaucoup amélioré les choses. Nous nous demandons toujours ce qu'il y avait avant l'instant zéro. Avant le début, oui. Et si l'univers est en expansion, je me pose la question sottement, l'univers en expansion, où est-il en expansion? Et je pense que la réponse qu'apportent les anciens, c'est une réponse formidable, c'est une réponse en termes de forme. C'est l'idée qu'il y avait auparavant de l'indistinct, et qu'une circonscription s'est produite qui a donné de la forme et qu'à partir de la forme, il y a être. Forme en grec, morphée. Morphée, oui. Et on peut parler d'une première métamorphose, c'est celle qu'Ovide met en tête de son recueil. C'est le passage du chaos à la forme. Voilà. La naissance de la forme. Voilà, alors la naissance de la forme conçue comme la réponse à cette difficulté de pensée qui est: qu'y avait-il avant, dans le rien qui a précédé le quelque chose? Corollaire de la difficulté de la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors, cette forme, elle a l'avantage de nous permettre d'enclencher ce que va être le réel, c'est-à-dire une suite de métamorphoses absolument constantes. La réalité n'est que métamorphose. Le temps, l'espace, la vie, mais même en dehors de la vie. Les mers envahissent les continents et les métamorphosent en océan. La réalité, les nuages, le ciel, tout change constamment. Nous ne sommes jamais les mêmes et notre vie est une évolution. Alors ainsi définie, évidemment, la métamorphose, c'est tout. Nous ne pourrions pas en traiter pendant 25 minutes. Oui, c'est-à-dire que la vie ne cesse de singer ce mouvement initial, ce passage du chaos à la forme, exactement. Et qu'au fond, le fait qu'un être se reconnaisse dans la série des métamorphoses qui le constituent n'est qu'une façon de reproduire à l'infini ce passage métaphorique et métamorphique du rien au quelque chose. Voilà, c'est ce que dit d'ailleurs également non seulement la fable antique, mais la Bible. L'esprit de Dieu flottait sur les eaux et puis Dieu sépare. Et cette séparation est une définition. Il y a une très jolie image. Le monde antique était cerné par un fleuve. Et je pense que ce n'est pas pour les anciens le moyen de nous dire que le monde est fini, mais un moyen de le définir. C'est-à-dire de le présenter comme cerné par un espace appelé à bouger. Un fleuve, ça s'assèche et ça déborde, et un espace qui s'écoule, c'est-à-dire temporel. Et ce fleuve des enfers me semble une bonne définition, on l'appelait le fleuve des enfers qui circonscrivait le monde, une bonne définition de la nécessité de circonscrire pour comprendre, de circonscrire. Nous sommes devant un tableau de Tanguy qui est une chose... Jour de lenteur. Est-ce qu'on est ici dans le défini ou l'infini? On est avant. On est juste en amont du défini. Il y a une tentative de définir.
on est en 1937, ce qui n'a rien à voir avec l'infini qui précède le défini, mais selon vous, on est en amont de la définition, c'est-à-dire de l'information, c'est-à-dire de la fin de l'informe. On est dans l'instant où ça prend forme. On ne peut même pas appeler cela une métamorphose, puisqu'avant il n'y a rien et qu'après il y a quelque chose, c'est la morphose. C'est la morphose. Ensuite, on imite, et ce sera la métamorphose. Les choses qui sont ici ne prennent pas encore de sens parce qu'elles n'ont pas de définition. C'est quelque chose qui n'a de nom dans aucune langue. Nous avons l'impression qu'il n'y a ni temps ni espace. Nous sommes dans le suspens. Le suspens qui est le hors-temps. Et un non-espace. Il y a des ombres, mais il n'y a pas de terre, il n'y a pas de socle. Donc, c'est une peinture qui donne un équivalent visuel, comme Ovide donnait un équivalent poétique de cette question insoluble qui est quelle est la morphose première. Mais nous comprenons bien qu'ici, nous ne sommes pas dans la métamorphose. Mais c'est trop large encore. Il faut restreindre, il faut circonscrire. Patrick, je peux vous faire une objection. Ce tableau donne le sentiment, effectivement, peut s'entendre comme l'émergence de quelque chose. L'émergence paradoxale de quelque chose, puisque du rien naît le tout, l'attente qui précède la naissance. Très bien. Mais c'est un tableau dont la tonalité générale, me semble-t-il, est assez mélancolique aussi. Et qui, on retrouve des formes qui seraient, alors cette fois-ci vues de l'autre côté du prisme, comme des reliques de formes. Ici, par exemple, le souvenir d'un talon, là, le souvenir d'un verre, là, le souvenir d'un banc. Il y aurait quelque chose, finalement, de ces éléments qui fait penser presque à, vous savez, à ce que dit Mallarmé, ma songerie aimant à me martyriser, s'enivrer savamment du parfum de tristesse, que même sans regret et sans déboire laisse la cueilliaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. En gros, ce qui reste d'un rêve une fois qu'on se réveille, et à l'instant où l'on ne garde du rêve que le souvenir d'avoir rêvé, où les formes sont déjà perdues dans l'éblouissement du réveil. C'est la conjonction des temps. C'est-à-dire que nous sommes dans des reliquiae, donc nous sommes après, mais on a l'impression que ce sont des objets qui n'ont pas encore pris ce que nous appelons forme, c'est-à-dire que nous sommes avant. Et le seul moyen pour nous de dire quelque chose qui soit hors temps, c'est de conjoindre l'avant et l'après. Donc on est dans l'avant autant que dans l'après. Voilà. Finalement, la question est fausse. Oui, en quelque sorte. Mais je vous le disais, ce n'est pas encore ce que j'appelle la métamorphose et dont nous allons parler. Pour qu'il y ait vraiment métamorphose dont nous avons parlé, il faut que une circonscription se produise et que, je dirais, nous le sentions autrement. Je vais prendre un exemple très concret. On vient de marcher dans une rue, soyons un peu socratiques, agora. Les téléspectateurs qui nous ont fait l'amitié de nous regarder parler de la nostalgie il y a à peu près un an nous regardent peut-être. J'espère qu'aucun d'eux ne s'écrie devant son poste de télévision quelle métamorphose en nous voyant. Ce serait mauvais signe. En revanche, quelqu'un qui depuis... pourtant c'est incontestable. Oui, non. C'est une transformation, c'est une évolution, même pas une transformation, c'est pas une métamorphose. En revanche, le spectateur qui ne nous a pas vus depuis 30 ans, voyant notre visage et superposant la nouvelle image à l'ancienne, dira quelle métamorphose. Pourquoi? Parce qu'il aura l'impression que ce changement... est complet? Non, n'est pas selon le rythme de la nature, n'est pas normal, n'est pas naturel, qu'il est praeter naturam, contre la nature. Et c'est cela, le passage de l'évolution à la métamorphose, c'est l'arrivée du contre-nature. Prenons un exemple, un autre. Proust, le temps retrouvé. Il arrive dans un salon, tous les gens sont là. Matinée chez la princesse de Guermantes. Voilà, il y a 10 ans qu'il ne les a vus, il se dit pour quel bal se sont-ils déguisés avec des cheveux blancs et des rides partout. Le bal c'est temporel, évidemment. Et lui-même s'aperçoit qu'à ce moment-là, lui aussi pourrait être soumis à la métamorphose. Dit leur vieillesse m'inquiétait parce qu'elle m'avertissait des approches de la mienne. Bravo, exactement. La métamorphose, c'est donc quelque chose de prodigieux, de surprenant, de stupéfiant. Il faut qu'il y ait quelque chose comme de la magie pour que nous parlions de métamorphose. Regardez, nous ne pensons pas à une métamorphose de l'oiseau à partir de l'œuf, mais nous pensons à une métamorphose du papillon à partir de la chrysalide. Pourquoi? Parce qu'il y a une valorisation. Que de cet objet qui est une chrysalide, cette chenille informe et infâme avec ses petites poils, sorte le papillon, sublime, autre univers. Nous parlons d'une métamorphose. Nous ne le disons pas du tétard et de la grenouille, parce que ça reste dans l'eau. Oh, ça se discute. Non, on dit une mutation. Mutation. La différence entre la mutation et la métamorphose serait donc une différence. Au fond, la métamorphose donne le sentiment d'un saut qualitatif, tout simplement parce que nous avons oublié l'intervalle qui sépare nous avons état vaincu le temps. Nous sommes dans le hors-temps, le hors-espace. De sorte que le passage insensible d'un état à l'autre devient le saut d'un état à l'autre, et ça n'a plus rien à voir. Et ça parle à l'imagination, je crois, parce que c'est la révélation de l'altérité dans l'identité. C'est une chose qui fait très peur. Une huile sur toile.
de Jean Cottel le Jeune. C'est une vue de l'intérieur du bosquet du labyrinthe dans les jardins de Versailles vers 1690. C'est un décor inspiré par Perrault et destiné à l'éducation du dauphin. Alors on voit 3 des fontaines inspirées par les fables d'Ésope. Nous avons ici la grue et le renard et la grue. Et, si j'ai bonne mémoire, le combat des oiseaux. Voilà, oui. C'est vous, là encore, Patrick Dandré, qui avez tenu à ce que cette image sublime soit ici et témoigne de ce que vous voulez en dire. C'est la profusion de la métamorphose. Nous sommes dans un labyrinthe, dans un jardin et devant des fables. Ce sont 3 modulations de la métamorphose. Il y a, commençons par le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est le lieu du Minotaure, c'est-à-dire cet espace intermédiaire d'une métamorphose arrêtée qui s'appelle l'hybridité. Qu'est-ce qu'un Minotaure? Le Minotaure. Oui. Ou le centaure, voilà, le Minotaure. Le centaure, c'est un homme qui a voulu se faire cheval ou un cheval qui a voulu se faire homme. Il s'est arrêté en cours de route. Et qu'est-ce que ça révèle à l'homme? Qu'il y a peut-être de la bête en lui et que les bêtes contiennent peut-être un peu d'humanité. Tout Darwin est là-dedans. Alors ça, c'est le premier aspect. Vous voyez, c'est l'aspect labyrinthe. Et le labyrinthe, c'est une révélation, une forme, c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'autre en moi. Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé ou perdu. C'est le signe que l'inceste s'exprime à travers l'image du labyrinthe. Vous citez la Racine. C'est Racine. Vous citez la Racine et l'histoire de Phèdre qui est amoureuse de son beau-fils. Voilà, et c'est un moyen de dire ce trouble qui est la révélation en soi de quelque chose qu'on ne veut pas reconnaître pour soi. Et c'est cette terreur qui peut être aussi le basculement dans la folie. Et que l'hybridité révèle à travers cette image d'un labyrinthe où l'on se perd et où l'on se trouve. Et notez que d'un labyrinthe, on ne peut sortir qu'en se greffant des ailes, donc en devenant oiseau, sauf que le soleil de la vérité fait fondre la cire et les ailes se détachent, car nous restons hommes. Je dirais que c'est la métamorphose cathartique. La légende à laquelle vous faites référence, c'est Dédale et Icare. Dédale est l'inventeur du labyrinthe, Icare est le fils de Dédale. Dédale, enfermé dans son propre labyrinthe, conçoit des ailes pour sortir par le haut. Comme si on pouvait sortir de son labyrinthe. Icare s'élève trop haut et la cire de ses ailes fond au soleil. Donc ça, c'est le premier aspect de la métamorphose, c'est la métamorphose cathartique. On essaie d'enfermer le Minotaure parce qu'on ne veut pas le reconnaître comme étant en soi. Le second, c'est la métamorphose des animaux parlants. Alors là, c'est tout l'univers étrange et rêveur du lien entre l'homme et l'animal que, à la même époque, Charles Lebrun, le peintre de Louis XIV, va travailler à l'intention des peintres qu'il éduque en quelque sorte, enfin qu'il forme, pour leur expliquer comment on peut peindre les passions des hommes à travers les visages des animaux jusqu'à ces choses très étonnantes et fantastiques que sont des têtes de cheval ou de tigre portant des yeux humains. Et l'hybridité que cela crée donne un malaise. Et il y a dans la métamorphose une dimension de malaise, une dimension d'étrangeté. Ici, ce n'est pas le cas. Ces animaux qui parlent, ce sont des moyens pour le fabuliste de métamorphoser l'enfant en homme ou de métamorphoser le fol en sage par l'usage d'une fiction qui est une vérité. Vous parlez d'étrangeté. L'étrangeté est peut-être l'autre mot ici pour définir l'altération. Bien sûr, et l'altérité et l'aliénation. Plus que l'altérité. Oui. L'altération, disons, l'altération serait le cheminement qui conduirait au constat d'une altérité. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant de Proust. Bien sûr. Le narrateur se retrouve dans une fête, il n'a pas vu les protagonistes de la fête depuis 10 ans, il a l'impression qu'ils se sont fait une tête, Dans le même temps, si j'ose dire, s'il les avait vus tous les matins, si, comme c'était son habitude avant, il les avait vus tous les matins, il n'aurait pas remarqué une telle métamorphose. Et lui-même se découvre autre et ayant évolué à l'intérieur de cette image qu'il lui renvoie. Un tout petit point encore sur ce tableau. Oui, un tout Patrick, petit point encore. Pardonnez-moi, juste un point. Il s'agit de Diane Chasseresse. Oui, bien sûr. Il s'agit de Diane Chasseresse. Vous connaissez l'histoire d'Actéon, bien sûr. Oui, bien sûr. Comme disait Giordano Bruno, qui en fait une si jolie exégèse, lorsque un homme poursuit une pensée, la pensée finit par l'habiter et il est donc transformé en sa pensée. Et la métaphore, c'est que Actéon, voyant Diane nue, elle le transforme en cerf et il est dévoré par ses propres chiens. Alors par ses propres chiens, parce qu'on finit toujours par être dévoré par ses idées, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop philosopher. Il y a donc aussi une dimension allégorique dans cet effet de métamorphose, car n'oublions pas que nous sommes dans un jardin à la française, et contrairement à ce qu'on pense, un jardin à la française, ce n'est pas une violence faite à la nature, c'est l'imposition à la nature de sa propre idée révélée par le travail intellectuel qui consiste à adapter
à son flux naturel, à son évolution naturelle, le changement métamorphotique qui va révéler son essence. De sorte qu'on peut être contre nature, praeter naturam, Oui. vous l'avez cité tout à l'heure. Oui, pour révéler. Sans être hostile à la nature, Non, sans pour faire la révéler. violence à la nature. Oui, mais au contraire, pour la révéler à son idée. Alors je me demande si ce que vous dites là s'applique à cette image que nous avons là. Vous allez voir, le bougeoir est lourd, mais il mérite qu'on le porte. Bien sûr. Voilà un homme au terme, si j'ose dire, d'une métamorphose. Évidemment, le clip Thriller qui date de 1983 et le visage, c'est étonnant parce qu'évidemment, il est méconnaissable, mais tout le monde le reconnaît. Ah, bien sûr. Le visage méconnaissable et reconnaissable de Michael Jackson. Et ce clip est une façon de mettre en abîme, d'ailleurs, le destin du chanteur lui-même qui n'a cessé de se métamorphoser tout au long de sa vie et de sa carrière. Oui, nous sommes ici flambeau à la main et à la télévision. C'est la conjonction, on peut le dire, de deux temps. L'antique et le... Eh bien, je dirais que Michael Jackson, icône de la modernité, se transformant en loup-garou, qui est l'une des fables les plus anciennes que l'on trouve. Savez-vous quelle est la première des métamorphoses que décrit Ovide après le passage que nous avons lu? C'est celle de Lycaon, qui, ayant fait manger de la chair humaine à Jupiter, fut par lui transformé en loup. Cette jonction de l'une des fables les plus anciennes, puisque on voit très bien que c'est un souvenir de l'anthropophagie, donc d'un moment qui est le plus archaïque que puisse imaginer l'humanité, cette conjonction entre ce moment très très ancien et puis ce qu'a été Jackson, c'est-à-dire un homme qui se transformait grâce à la chirurgie esthétique, qui est comme la magie des temps modernes. Et pour devenir quoi ? Pour devenir non pas un autre, mais l'autre, car pour un Afro-Américain, devenir blanc, ce n'est pas devenir un autre, c'est devenir l'autre. Et en même temps, en lui, est-ce que je peux le poser, ce bougeoir? Je le trouve un peu pesant. Posez-le, je le tiens, je tiens cette l'autre. chose si étrange, je ne sais si on peut en parler à propos d'un homme qui est mort, mais l'accusation de pédérastie ou pédophilie qui lui a été faite et qui était absurde dans la mesure où c'est un homme qui se prenait pour un enfant et qui souhaitait se métamorphoser en enfant. Nous sortons de la fable. La fable, qu'est-ce que c'est? Sinon, demander aux adultes de se transformer en enfants. Et il y avait ce même phénomène. Je ne pense pas du tout qu'il avait en lui l'idée d'un être adulte qui allait abuser d'un enfant, mais d'un adulte qui, grâce à un enfant, redeviendrait l'enfant qu'il souhaitait être ou qu'il rêvait dans sa folie d'être. Je pense qu'en cela, ce personnage conjoint les deux moments, l'Antiquité et la modernité, en ayant fait, c'est peut-être la chose la plus moderne de Jackson. Je connais mal cette musique et cette danse. Je ne pense pas que c'est par là qu'il a été le plus moderne. Je pense qu'il l'a été en étant dans son corps même l'incarnation de l'icône que l'art ou les médias faisaient de lui. Je pense qu'il est comme les artistes. Je pense à cet artiste Orlan qui fait de son corps... On s'en est déjà servi dans l'émission. Ah bon, très dans bien. une émission sur la laideur et le travail qu'elle fait sur son propre visage. Son propre corps. Mais juste un point, tiens, d'ailleurs, puisque vous parlez de Orlan, c'est intéressant. Orlan juxtapose des visages qui sont les siens et qui pourtant stupéfient par leur extraordinaire différence et variation. Michael Jackson lui-même, quand on juxtapose toutes les images de son visage, quand on passe d'un petit bambin noir à un homme tout blanc et aux traits singulièrement effilés, qui n'est plus un homme, qui est une espèce de un être hybride, donc une icône, un signe. Eh bien, quand on juxtapose ces visages, on a le sentiment, on assiste à la progressivité de la métamorphose. C'est un film. Il a fait de sa vie un film. C'est ce que j'appelle se transformer en icône. C'est-à-dire qu'il a dévoué son corps à l'icône qu'il était devenu pour les médias. C'est-à-dire qu'il a donné son corps à l'art comme d'autres le donnent à la science. On pourrait dire que c'est cela. Et c'est l'un des premiers artistes, je pense, à avoir fait ça dans notre monde. Et c'est peut-être l'annonce d'une métamorphose dans ce que nous appelons l'art. Mais pour en revenir d'ailleurs à ce que vous disiez tout à l'heure et à ce qu'on disait quand on parlait de Proust, on peut parler de métamorphose si l'on juxtapose le visage de Michael Jackson dans les Jackson 5 quand il a quelques années, enfin quand il a 7-8 ans et qu'il est surdoué d'ailleurs, qu'il est déjà très fort, et le visage de Michael Jackson à la fin, visage défiguré, amorphe presque de Michael Jackson à la fin. Si on les juxtapose, on est face à une métamorphose. Si on juxtapose en revanche, ou si on additionne en revanche toutes les étapes de cette transformation, est-on encore dans la métamorphose, ou est-ce que la valeur progressive de ces transformations dilue la métamorphose dans le film, justement, des Ça dépend si nous estimons qu'il y a un seuil qualitatif où il est devenu praeter naturam, contre nature, et où son visage n'était plus ni un visage de noir, ni un visage de blanc, mais un visage d'autre chose.
C'est-à-dire que le dernier visage qu'il avait était un visage dont on peut dire qu'il était fabriqué, c'est-à-dire qu'il avait intégré l'artifice dans la réalité. Or, c'est cela la métamorphose. C'est la conjonction bizarre de l'artifice et de la réalité. Vous vous rendez compte que le clip de Michael Jackson sur Internet a été vu sur ce site-là 110 708 000 fois 855 fois. Voilà. 110 708 855 fois. Vous promettez le même avenir à notre émission? Presque. Un humain sur 50 a vu le clip sur ce support-là. Et en même temps, a vu cette réitération d'une des légendes les plus anciennes de l'humanité. Cette légende, vous savez, le rapport de l'homme et du loup est très étrange parce que c'est le meilleur ennemi de l'homme et il le chasse avec le chien qui est son meilleur ami mais qui est très proche du loup. Et il y a dans cette trilogie quelque chose de très inquiétant. Et la lycanthropie, qui est le fait que l'homme puisse devenir loup puis redevenir homme, c'est une des figures les plus étonnantes d'ailleurs de la métamorphose, c'est sa réversibilité. Vous savez, la Belle et la Bête. Alors, la Bête de l'ancien prince charmant, mais que la Belle fait redevenir prince charmant. Alors, on va aller vers l'irréversibilité, justement, pour terminer cette émission en votre compagnie. Voilà l'ultime image mobile. Image mobile et pourtant terrifiante, et qui, pour le coup, inaugure un âge de l'humanité qui, lui, n'est pas réversible. C'est l'âge de la terreur, c'est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est l'époque de la guerre froide, de la paix impossible et de la guerre improbable, comme disait Raymond Aron. C'est l'époque de la bombe atomique. Nous sommes ici face à un essai nucléaire, je crois, pris dans le Nevada, fait dans le Nevada au milieu des années 50. Donc c'est juste 10 ans, 15 ans après la fabrication de la première bombe. Et vous avez là encore tenu à voir cette image, Patrick. Parce que le phénomène est irréversible, mais notre conversation est cyclique. Nous sommes partis d'un chaos, d'un grand chaos. Nous revenons à un petit chaos, c'est-à-dire à une sorte de modèle réduit du retour à ce qui précède l'être, à une sorte de néant résumé. Et ce que j'ai aimé, ce que je souhaite dans cette retour par l'homme au néant dont parle Ovide, au fond. Et sous la forme d'un spectacle. Parce que vous voyez que les gens sont là pour le regarder. Nous le voyons parce qu'il y a un film. Et nos téléspectateurs le voient parce qu'ils voient à travers l'écran ce film que des gens regardaient dans la réalité. Alors, je crois que nous sommes ici devant un moment, une concrétisation. Vous savez, c'est en 1928, je crois, qu'a été effectuée la première retransmission télévisuelle. C'est en 1931 que la première équation expliquant, supposant l'antimatière a été posée. C'est en 1938 que la première fission nucléaire a eu lieu. On a l'impression qu'il y a là une convergence d'éléments pour essayer de restaurer en tout petit ce qu'a pu être l'avant le temps. Et je dirais que c'est l'approche de l'aporie dont je parlais au début, qui se manifeste ici sous la forme de ce champignon et de ces gens qui regardent leur propre fin. Je hume ici ma future fumée, disait le poète. J'ai surtout l'impression à vous entendre que la liste des choses que vous ignorez est plus courte que la liste des choses que vous savez. Pardon de vous le dire comme ça, mais juste quand même, face à ce spectacle terrifiant, ou plus exactement, terrifiant d'être beau, deux questions. On a une forme, un champignon, c'est bien connu, on parle de champignon. Et puis nous avons également la perspective de ce qu'un tel spectacle promet, c'est-à-dire la suppression de toute forme. Donc que regarde-t-on ici? Est-ce qu'on regarde l'apparition d'une forme, effectivement, une explosion qui a une forme, une bombe atomique c'est une explosion qui a une forme, clairement identifiable, ou est-ce qu'on regarde la promesse de la disparition de toute forme? Non. Parce que regarde-t-on quand on regarde ça et qu'on est fasciné? Qu'est-ce qui nous fascine? L'illusion de notre pouvoir. Car nous ne détruirons pas l'univers, même si nous croyons que nous pouvons détruire, car nous ne détruirons que la Terre, et c'est assez peu. Donc, nous nous prenons pour des dieux, mais nous ne le sommes pas. Je pense qu'il y a ce premier aspect. Il y a ensuite, le deuxième aspect, c'est l'ambivalence de la modernité, car cette forme, oui, nous la voyons sous l'aspect de la bombe, mais n'oublions pas que c'est une extraordinaire production d'énergie. Et que si nous pouvons domestiquer cela, nous progressons encore dans cette métamorphose la plus fondamentale peut-être pour nous les hommes, qui est la culture par rapport à la nature.
car ce qui est contre la nature, c'est peut-être aussi la culture. Et j'ai envie de terminer par ce paradoxe ou cette aporie qui est que devant la bombe atomique, on peut encore dire que c'est une forme, j'avoue un peu outrée, de la culture par rapport à la nature. Ça, c'est le mot de la fin. Oui. Débrouillez-vous avec ça. Merci, Patrick. Merci à vous. Merci. Venez, on va sortir par le labyrinthe. Ça nous change de la bombe atomique. Culture sur la nature avec la